Bonjour, donc aujourd'hui on va traiter les mécaniques des fluides. Alors on commence en premier lieu par définir la pression. Donc pour calculer la pression d'un fluide, par exemple si on a ici un cylindre avec le fluide là-bas, et pour calculer par exemple la pression qui existe ici, si on applique une force ici, là-bas, avec notre section ici. Donc la pression doit être égale à la force sur la section. Bien sûr, la section c'est la section cylindrique qui doit être égale à pi fois t au carré sur le diamètre sur 4 en mètres au carré bien sûr, et la force en newton. Et on doit avoir notre pression en pascal. Par la suite, on a l'équation fameuse, notre équation fameuse c'est l'équation fondamentale de la hydrostatique. Alors l'objectif ou l'intérêt de cette équation, c'est calculer la pression dans un fluide dans un point bien défini. Par exemple, si on veut calculer la pression de ce point là-bas, avec ici au niveau de A, la pression atmosphérique. Car on a ici que de l'air, voilà. Et ici notre fluide. Donc pour calculer la pression au point B, on applique le principe fondamental de l'hydrostatique. Donc la définition de la principe fondamental de la hydrostatique, c'est le suivant. Donc la différence de pression entre les deux points égale à ρ bien sûr, c'est la masse volumique qui est égale à voilà, la masse sur le volume de notre fluide. Et puis fois G, bien sûr, l'accélération de l'apesanteur, c'est égal à 10. On peut utiliser aussi 9,8. Voilà, ça dépend de l'énoncé. Et puis H. H, c'est tout simplement la différence d'altitude existe ici. C'est H. C'est la différence entre l'altitude entre les deux points, A et B. Voilà. Ici, delta P, c'est bien sûr la différence entre les deux points. La pression sur le point au point B et la pression au point A. Donc delta P, c'est la pression du point B moins la pression du point A qui est égale à ρ, c'est la masse volumique de notre fluide, fois G fois delta H. Delta H, c'est tout simplement, donc on peut aussi écrire, delta H, c'est tout simplement la différence d'altitude. Par exemple, suppose que notre axe Z dirigé vers cette sens, voilà, donc on peut dire que delta H doit être égal à HA moins HB. Donc HA moins HB. Voilà. Et tout simplement, on peut faire l'application numérique ici, car comme j'ai déjà dit, dans ce cas, on a PA, c'est la pression atmosphérique. Voilà. Si on a donc la masse volumique de notre fluide et aussi l'altitude, on peut tout simplement faire l'application numérique pour trouver notre pression PB. Donc le théorème de Pascal est utilisé pour voilà, soit calculer la force ou la section à ce niveau-là, au niveau du point A ou du point B. Donc le théorème de Pascal dit, si on a deux cylindres qui sont liés comme ça, un petit cylindre ici, avec tout simplement avec des diamètres qui ne sont pas les mêmes, on peut voir, on peut calculer les forces qui sont ici, soit F1, soit F2. Donc on a ici deux cylindres qui sont connectés ici. On a aussi le fluide ici. Et notre section SA et SP. Donc on remarque ici que les points B et les points A sont avec la même pression, car on a ici la pression atmosphérique. Donc on peut écrire que la pression au point A égale la pression au point B.
Et par la suite, ça veut dire que voilà, on peut utiliser cette relation, la pression égale à la force sur la section. Donc la pression au niveau de point A égale à la force qui est FA. Voilà, on peut écrire ici FA et FP qui est FA sur la section, notre section là. Voilà, qui doit être égal FB sur SB. Donc par la suite, on peut utiliser cette équation. Par la suite, on peut aussi voilà, définir notre relation. Donc bien sûr, si on applique une force là-bas, on doit avoir une variation de volume à ce niveau-là. Une variation de petit volume ici, VB. Et cette variation doit être le même ici là-bas. FVV. Donc VB doit être égal à VA. Ça veut dire que SA fois HA doit être égal à SB fois HB. Car la volume à ce niveau-là doit être égal à la hauteur, c'est H, la hauteur de variation. Voilà le cause de variation fois la section qui existe ici, c'est SB. Et la même chose pour l'autre côté, SA fois HA. Donc on peut remplacer la section par, voilà, par le diamètre. On doit avoir ici P fois DA au carré sur 4 fois HA qui doit être égal à P fois DB au carré sur 4 fois HB. Donc on peut tout simplement simplifier par voilà, P sur 4 et on trouve en fin de compte que la relation entre H et B c'est le suivant. Donc voilà, HA sur HB doit être égal à DB au carré sur DA au carré. On passe par la suite pour définir le nombre. Alors, le nombre de Reynolds, c'est tout simplement la vitesse de fluide fois le diamètre sur la viscosité cinématique. La viscosité cinématique, c'est tout simplement défini en stock ou en mètres carrés par seconde. Et aussi, on a la viscosité dynamique qui est tout simplement la viscosité cinématique fois. Donc, on peut dire que le nombre de Reynolds doit être égal aussi la vitesse fois le diamètre fois rho sur la viscosité dynamique. Le calcul du nombre de Reynolds est essentiel pour avoir le type de l'écoulement. Alors pour les types des écoulements, il existe normalement 3 types. Donc si on calcule les nombres de Reynolds et on trouve que les nombres de Reynolds sont inférieurs de 2300, donc on a une écoulement qui est laminaire. Le deuxième cas, si on trouve que les nombres de Reynolds sont supérieurs de 3000, donc notre écoulement c'est un écoulement qui est turbulent. Si on trouve en fin de compte que la valeur qui est calculée de nombre de Reynolds est entre 2300 et 3000, donc notre écoulement c'est intermédiaire. Voilà. Donc par la suite, il existe deux termes qui sont le débit massique et le débit volumique. Donc pour calculer le débit volumique, il suffit tout simplement de diviser la masse volumique fois la vitesse du fluide fois la section des conduits utilisés. Voilà. Et puis pour calculer le débit volumique, il suffit tout simplement de diviser la vitesse fois la section. Donc on peut tirer notre relation entre, on peut trouver une relation entre voilà, le débit massique et le débit volumique. C'est que le débit massique, si on remplace ici par voilà, QV, on trouve que le débit massique doit être égal à ρ. Voilà ici, si on remplace cette
terme par QV, on trouve que le débit hématique doit être égal à ρ fois QV. Alors maintenant, on passe vers le théorème de Bernoulli ou l'équation de Bernoulli. Alors cette équation est très utilisée dans le domaine de la mécanique des fluides, bien sûr pour calculer voilà, soit les pressions dans un circuit. Par exemple, si on a ici un circuit, voilà, 3.1, voilà, ici on a une machine, par exemple une pompe ici, voilà, et la deuxième point ici. Alors le théorème de Bernoulli permet de calculer les points, les pressions soit dans ces points ou dans ces points. Aussi trouver, voilà, trouver la puissance générée par la pompe, voilà. Alors maintenant, il faut en premier lieu expliquer le principe de l'équation avant de faire, voilà, donner l'équation finale. Donc l'équation de Bernoulli dit que l'énergie échangée entre bien sûr notre fluide et notre machine, par exemple dans le circuit que j'ai déjà tracé, doit être égale à la différence entre l'énergie de potentiel plus la différence de l'énergie cinétique plus la différence de l'énergie, voilà, potentiel d'altitude. Donc il suffit tout simplement de remplacer chaque terme par leur relation. Au premier lieu, on a voilà, l'énergie de potentiel qui doit être égale à la différence tout simplement des pressions. Je vais laisser ici notre circuit. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit, ici le premier point, notre machine, soit une pompe, soit une turbine. Je suppose qu'on a une pompe ici. Le deuxième point. Voilà. C'est le modèle le plus simple. Voilà. Juste pour expliquer comment ça marche, la relation. Alors voilà, l'énergie de potentiel, c'est tout simplement la différence entre la pression entre les deux points. Voilà, P2 moins P1 sur la masse volumique de notre fluide. Ok, donc au deuxième lieu, on a l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est tout simplement liée aux vitesses. Donc l'énergie cinétique doit être égale à la vitesse point 2 moins la vitesse point 1, le sur au carré sur 2. Et puis on a l'énergie potentielle d'altitude qui est liée bien sûr aux différences d'altitude qu'on a ici. Donc notre H2 ici, notre H1, voilà. La différence d'altitude qui existe ici doit générer l'énergie de potentiel. Voilà. Donc notre énergie potentielle doit être égale tout simplement G fois la différence d'altitude. Bien sûr, ça doit être égal à H ici. Et puis on remplace chaque terme par leur expression dans l'équation finale ici. Donc delta oméga, c'est le travail, voilà, qui doit être en joule bien sûr, doit être égal à P2 moins P1 sur ρ fois la vitesse, la différence entre les deux vitesses, sur 2, bien sûr au carré, fois G, fois notre altitude, plus une autre terme ici, c'est tout simplement les pertes totales qui existent ici. Bien sûr, c'est évident qu'on doit avoir des pertes singulières et voilà, et linéaires au niveau de notre circuit. Les pertes qui sont générées grâce à les frottements qui doivent être existent entre, voilà, entre les conduits et notre fluide. Donc l'expression des pertes totales, c'est tout simplement voilà, c'est la perte totale qui est égale à perte entre point 1 et 2 qui doit être égale à les pertes régulières ou les pertes qui sont linéaires plus les pertes singulières. Donc les pertes singulières, ce sont des pertes pour les conduites qui ne sont pas linéaires avec des angles comme ça ou comme ça, voilà.
Il faut faire attention aussi voilà, si on a des circuits sans machine, par exemple, si on n'a pas ici, il n'y a pas de machine, par exemple, il y a directement le point 1 lié avec le point 2, on peut directement aligner ces termes et dire que doit être égal à 0, car on n'a pas d'énergie échangée entre le fluide et les machines, bien sûr. Donc cette équation est utilisée généralement soit pour calculer les pressions soit dans le point 1 ou dans le point 2, ou pour aussi calculer la puissance générée par les machines. Donc on doit expliquer maintenant comment on peut calculer les pertes de charge totale, et puis on va voir comment on peut calculer les puissances nettes et puissance voilà, de machine. Alors maintenant, pour calculer les pertes de charge qui sont totales, comme j'ai déjà dit, ça montre les pertes de charge qui sont linéaires ou régulières, plus les pertes de charge qui sont singulières. Donc pour calculer les pertes de charge régulières, on doit utiliser cette formule. Donc c'est lambda, c'est le coefficient qui caractérise les frottements du fluide, ou les types bien sûr voilà, de notre fluide, fois notre vitesse de déplacement du fluide au carré, fois la longueur des conduits qui doit être utilisée. Par exemple, si on a un circuit, voilà 1 et 2, donc la longueur totale du circuit tout simplement. Et puis, on doit diviser sur 2 fois le diamètre, voilà, le diamètre des conduits utilisés ici. Leur unité doit être bien sûr en joules sur kilogramme. Et puis, avant de faire l'application numérique pour trouver les pertes de charge régulières, il faut bien sûr chercher cet coefficient de frottement qui est lambda. Et pour trouver cet coefficient, il faut utiliser les nombres de Reynolds, comme j'ai déjà dit, pour avoir le type d'écoulement. Car on a 3 types. Donc il faut faire l'application numérique et calculer voilà, le nombre de Reynolds, et chercher dans les 3 cas sur, voilà, sur le type de votre écoulement. Donc soit tu trouves RE supérieur à 2300, donc il s'agit d'un écoulement laminaire, donc lambda doit être égal à 64 voilà, sur RE, ou la deuxième cas, si RE entre 3000 et 10 à la puissance 5, donc il s'agit d'un écoulement qui est lisse, donc lambda doit être égal à 1 sur 100 fois RE sur la puissance 1 sur 4, voilà. Ou en fin de compte, si l'écoulement est turbulent, donc RE doit être voilà. Alors bien sûr pour la troisième cas, si RE est supérieur à 10 à la puissance 5, donc l'écoulement est turbulent rigoureux, voilà, et lambda doit être calculé par cette relation 0,79 racine carrée de epsilon sur t, bien sûr diamètre. Alors epsilon, c'est bien sûr il caractérise voilà les types de conduits. Donc vous pouvez trouver leur valeur soit dans les énoncés ou dans les exercices, et il doit donner donc des diagrammes pour attirer tout simplement ou pour tirer directement leur valeur. Voilà, donc c'est tout pour faire le calcul des pertes de charge régulières. Maintenant on passe pour voir les pertes de charge qui sont singulières. Alors maintenant pour voilà, les pertes singulières, l'équation utilisée pour calculer les pertes singulières, c'est tout simplement epsilon fois le vitesse au carré sur 2. Donc epsilon, soit comme j'ai déjà expliqué là-bas, soit vous pouvez trouver directement dans les énoncés, soit vous pouvez utiliser les diagrammes que vous trouvez dans l'exercice pour tirer voilà, directement leur valeur
d'après le diamètre et les longueurs de circuit, bien sûr. Alors, il reste maintenant juste de faire calculer, bien sûr, dans les exercices, la plupart des exercices, il va demander de calculer la puissance nette de la machine. Voilà, l'expression c'est tout simplement voilà, le travail ou l'énergie échangée en joules fois le débit massif. Bien sûr, pour calculer la valeur de oméga, bien sûr, oméga entre les deux points, il faut bien sûr passer par Bernoulli, voilà, l'équation Bernoulli, pour faire l'application numérique ici et là-bas. Bien sûr, il faut calculer les paires de charges et aussi avoir les valeurs essentielles pour faire l'application numérique, donc les pressions et les vitesses et la différence entre, voilà, entre les altitudes. Et vous pouvez appliquer, faire l'application directe numérique. Donc vous trouvez une valeur ici. Voilà. Et donc après le calcul de travail ou d'oméga, vous pouvez bien sûr en fin de compte calculer votre puissance de machine qui doit être égale à, comme j'ai déjà dit, le travail ou l'énergie échangée entre les deux points fois le débit massif qui doit être égal à bien sûr ρ fois la vitesse fois la section. Voilà, donc c'est tout.